nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme égyptienne qui a pu exceller dans un domaine scientifique plutôt consacré aux hommes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dr Hoda Abouchedi, professeur associé de physique nucléaire et également membre du Conseil présidentiel des recherches et des études. Dr Hoda Abouchedi va nous parler non seulement de comment elle a pu réussir sa carrière difficile bien sûr, mais également elle va nous parler de ses aspirations pour l'avenir de l'Égypte. Nous allons découvrir qu'une femme qui a bien réussi sa vie professionnelle et également sa vie familiale peut également avoir des loisirs et des hobbies. Elle a un goût artistique raffiné et elle va nous parler également de ses souvenirs au quartier du centre-ville et également de ses souvenirs à l'étranger et de son travail actuel sur les projets nucléaires pour l'avenir de l'Égypte. Dr Hoda Abouchedi, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir les points marquants de votre vie. On commence toujours avec une carte d'identité qui remonte un peu au passé, les premières années de l'enfance et de scolarité. Quels sont vos souvenirs à propos de cette période de votre vie? Je me souviens de mon école, le lycée français de Babelou, et mes collègues de l'école. Ma mère, mon père, ma mère elle était francophone elle aussi, mon père il parlait le français mais il était anglophone, et la famille, les jouets, nos voisins, la peinture que je faisais, c'était de très belles souvenirs. Le temps où je faisais de la peinture à l'école, je jouais du basketball, j'avais plein de temps pour... C'était un très bon temps, le temps de l'école. J'espère que les élèves maintenant ont la même opportunité que j'ai eue pendant mon enfance, parce qu'il n'y a plus de gymnastique aux écoles, il n'y a plus de cours de musique, ni de cours de peinture, de dessin. J'espère que tout ça retourne à nos écoles, parce que c'était de très bons souvenirs. Alors là, vous avez évoqué plusieurs éléments importants, puisque vous habitez le centre-ville. Comment vous l'avez trouvé? Quels sont vos souvenirs à propos du Caire cosmopolitain, le centre-ville jadis, qui n'est plus le même aujourd'hui? Et quand vous le visitez aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez comme différence? Ma grand-mère, elle aussi, mes deux grand-mères, maternelle et paternelle, elles habitaient à Babelou, juste à côté de l'école. Les deux, elles avaient des voisines arméniennes, italiennes et grecques. C'était magnifique le matin lorsque je visitais ma grand-mère. Il y avait plein de monde, plein de foules de Méditerranéens, vraiment cosmopolitains. C'était la musique grecque et la musique arménienne, et des gâteaux, des galettes à la française et un café au lait à la turque. C'était magnifique, c'était de très belles souvenirs. On se promenait au centre-ville, il y avait l'américain, il y avait des sandwichs, du chocolat, de petites cassettes où il y avait de gelati. C'était magnifique. Même se promener au centre-ville, les magasins, c'était des grands magasins. Il y avait à la maison de Jacobian, il y avait plein de petits souvenirs de Christophe, du tableware. C'était vraiment magnifique de se promener au centre-ville. Il y avait plein d'arbres, il y avait pas de foule, il n'y avait pas des gens qui mettaient des choses par terre et qui occupaient le trottoir. C'était vraiment beau. Je me souviens, je marchais de l'école à Babelou jusqu'à ma maison au centre-ville, à Shara Sharif. C'était beau, tout était vraiment joli. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, c'était peut-être la population qui a augmenté aussi. On n'arrive plus à apprécier la valeur de ce qu'on a en Égypte.
Également, vous avez parlé de matières comme la musique, la peinture ou le dessin, et c'était des matières qui ne faisaient pas vraiment partie du total général des enfants ou des étudiants à la fin de l'année, mais les écoles ainsi que les élèves prêtaient beaucoup d'attention à ces matières. La vie, ce n'est pas simplement les matières qu'on obtient, mais c'est aussi ces matières, ils ont forgé la structure humaine de ces élèves. La musique, ça fait une partie de l'esprit des êtres humains. Il y a la plupart des gens qui sont très bien en mathématiques, ils sont des musiciens ou ils aiment la musique. Ça fait partie de leur cerveau. C'est très important de cultiver les élèves pour apprécier la valeur de la musique. Aussi, la gymnastique, ça rend les élèves moins actifs dans leur classe, moins hyperactifs, et ils ne font pas beaucoup de bruit parce que leurs énergies sont bien consacrées à faire des choses qui sont vraiment agréables, et aussi pour leur santé. Il n'y avait pas, pendant notre temps, il n'y avait pas tant d'élèves qui étaient gros et qui n'arrivaient pas à marcher, et il n'y avait pas d'obésité. Mais maintenant, sans gymnastique, les élèves sont vraiment gros, ils n'arrivent pas à marcher, avec aussi la façon de manger. On avait aussi des cours de cuisine, je me souviens, et c'était très bien, c'était magnifique aussi pour les filles et les garçons, pour apprécier la valeur de la cuisine, et comment vraiment goûter les choses, et comment apprécier la saveur, savourer la vie et la cuisine. C'était très important parce que ça aide aussi les gens ce n'est pas une bonne idée d'avoir des élèves ou des filles qui n'arrivent pas même à se donner à nourrir. Alors, tout ce qu'on prenait, c'était nécessaire et suffisant pour être des vrais êtres vivants, pas simplement des gens qui apprennent par cœur leurs matières scientifiques et les matières de l'école, mais pour aussi vivre bien, avoir un savoir-vivre. La cuisine, les travaux pratiques, le dessin, la gymnastique, tout ça, c'était des choses très nécessaires pour former la personnalité d'un être humain. Après les études secondaires, vous avez fait des études à l'université, des études très sérieuses. C'était à la faculté de sciences. C'est ça, oui. Comment ça se fait qu'une jeune fille qui a déjà étudié, par exemple, la littérature française et qui choisit ou qui aimait faire des études dans le domaine scientifique pur? C'était pas difficile, c'était comme dessiner. J'aimais beaucoup la physique et les maths, et c'était pas difficile pour moi. C'était comme vraiment dessiner ou entendre de la musique. J'étais bien dans ces études, je me sentais à l'aise, et j'aimais les équations. Tu sais, pendant que je parlais à discuter avec mes collègues à l'université, je disais à mes collègues, et ça sentait vraiment un peu excentrique, mais je disais que les équations, ça parle, vraiment les équations, ça parle lorsqu'on aime notre matière, lorsqu'on aime ce qu'on fait. Et j'étais la première pour les 4 années à l'université. J'ai vraiment ramassé, collecté tous les prix, la première de la faculté, la première de mon département, la première en physique de la matière. Et j'étais peut-être la première parmi cette année qui a terminé toutes ses études en doctoral. Et j'ai bien aimé apprécier ce que je fais. J'apprécie toujours être une prof à l'université, et j'apprécie toujours que j'enseigne. Ça fait partie de moi. Et quelle était votre spécialité ou domaine de recherche à la faculté de sciences? C'était physique, maths, et après c'était en master et en doctoral. Dans les études doctorales, c'était de la physique nucléaire théorique.
physique nucléaire, aujourd'hui, ça peut intéresser les Égyptiens puisqu'on parle tout le temps de ce sujet, mais à l'époque, pourquoi vous aviez choisi un domaine qui était purement académique? Je viens d'une famille scientifique. Mon père, c'est un chimiste et mon frère, c'est un géologiste. Et mon mari, il est aussi il travaille en nanotechnologie. Et pendant les études à l'école, j'ai parlé avec mon père, j'ai vu un film sur le haut barrage. Et on a discuté quand j'étais en 6e primaire qu'un jour les Égyptiens, le haut barrage ne va pas suffire l'Égypte parce que la population est en train d'accentuer. Alors j'ai dit à mon père, est-ce qu'on peut construire un autre haut barrage? Il m'a répondu non, on ne va pas parce qu'on n'a qu'une seule source de l'eau, c'est notre rivière, le Nil, et il n'y a pas d'autres sources où on peut faire des autres barrages. Alors j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il y a, mon père? Il m'a dit, on n'a pas assez de pétrole, peut-être des stations nucléaires. Alors en 6e primaire, j'ai dit, alors je vais étudier de la physique nucléaire pour construire comme Nasser un haut barrage. C'était très enfantin, mais j'ai continué. En 6e primaire, je savais déjà ce que je veux faire, c'est de la physique. Et je me souviens, j'ai trouvé à la maison de mes parents, lorsque je fouillais j'ai trouvé un petit orthographe avec la signature de mes collègues à l'école qui me souhaitaient que je serais une physiciste nucléaire. Alors je me souviens, c'était ce que je voulais de la 6e primaire, c'est-à-dire j'avais presque 11 ans ou 10 ans. Alors aujourd'hui, à travers notre programme Femmes d'Égypte, nous sommes ravis de présenter un exemple de femme sérieuse et qui a bien réussi sa vie comme vous et qui a excellé dans un domaine si sérieux et difficile comme la physique nucléaire. Et je voudrais bien parler également des études que vous avez accomplies au cours de votre carrière. Vous avez fait des études aux États-Unis? Non, il y a une source de plaisir dans le travail de la physique dans notre département de physique et dans la faculté de sciences à l'université du Caire. On peut suivre les études doctorales et de magistère. La soutenance est hors l'Égypte. Alors on envoie pour les études de magistère à 2 juges non égyptiens pour juger le travail. Et d'après les juges, l'élève est donné des notes où il sera un graduate de magistère où il recommence. Alors moi, on a envoyé mes 2 études doctorales et de magistère en Allemagne et j'ai eu de très bonnes notes et même une recommandation de suivre les études dans d'autres domaines, avec même le professeur qui était le juge, et c'était magnifique. Je suis partie avec mon mari aux États-Unis et là-bas, j'ai décidé de faire une sorte de collaboration avec les Américains en forme d'études. J'ai appris à comment donner les cours à des élèves qui sont divers. C'est-à-dire pas simplement des élèves de la faculté de sciences, mais des élèves qui font la faculté d'ingénierie, qui peut-être sont des biologistes. J'ai appris ça aux États-Unis, mais en rentrant en Égypte après le 11 septembre, j'ai fait des études post-doctorales en France à l'école polytechnique sur la physique nucléaire et l'autre énergie. Je suis partie aussi pour quelques mois au Centre d'études nucléaires et de recherche nucléaire européen au CERN, à Genève. Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'étais en Égypte, j'ai fait une collaboration en Allemagne, j'ai enseigné aux États-Unis et quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai passé quelques années, 2 années en Égypte et puis j'ai passé quelques temps à l'école polytechnique à Paris. Et ensuite à Genève et je rentre en Égypte et je décide qu'il fallait faire en plus des choses, un travail pour entraîner les gens qui travaillent avec les matières nucléaires, avec
les sources radioactives dans notre université et c'était bien fait. Et j'ai vraiment investi le temps pour faire de bonnes choses. Roda Bouchedi, aujourd'hui, de retour en Égypte, vous enseignez à l'université. Non seulement vous enseignez, mais également vous êtes aujourd'hui membre du conseil présidentiel d'études et de recherche, des études et de recherche. Également, vous êtes parmi les pionniers qui ont lancé l'idée de la Banque égyptienne de la connaissance. Alors, je voudrais commencer avec le conseil présidentiel des études et de la recherche. En quoi consiste ce conseil et quand est-ce qu'il a commencé et comment vous avez été choisi afin de joindre ce conseil? En 2014, j'étais dans une conférence hors de l'Égypte et j'ai eu un appel téléphonique étrange, quelqu'un qui me disait je vais réviser vos informations et j'ai claqué le téléphone, j'ai dit c'est quelqu'un qui est en train de faire une blague. Alors j'ai dit mais excuse-moi monsieur, vous êtes tout le monde peut savoir mes informations à l'université. Il m'a dit madame, je suis monsieur tel et tel et je veux m'informer sur vos informations, je veux savoir si vous avez changé ces informations ou non. J'ai dit ok, je vais fermer le téléphone et donnez-moi votre numéro, je vais me renseigner si vous êtes vrai ou pas. C'était vraiment un peu prudent parce que pourquoi moi? Je ne suis pas celle qui travaille en politique. Alors, je me suis assurée qu'il est vrai. Alors, j'ai revisé les informations. J'ai donné plusieurs infos j'ai fait un update pour les informations et puis tout est terminé. J'ai pas entendu de ces gens. Pour 3 mois, j'ai dit ok, c'était peut-être je ne suis pas sage ou je fais beaucoup de problèmes parce que je suis une combattante. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'essaie de la changer. Alors après 3 mois, j'ai eu un appel téléphonique. Je voulais vraiment quitter l'Égypte parce que j'avais beaucoup de problèmes. J'ai eu un appel téléphonique, on m'a dit que vous êtes là, on va rencontrer le président. J'ai fermé le téléphone encore une fois parce que c'était une coïncidence. Je parlais à mon professeur pour quitter l'Égypte et voilà un appel téléphonique. Juste 2 secondes après, j'ai dit mais il ne faut pas vraiment plaisanter dans ces affaires. Il m'a dit madame fermez. J'ai eu un appel téléphonique sur le téléphone de mon chauffeur. Alors j'ai dit ce sont des gens qui sont vrais vraiment. Alors j'ai pas payé attention à quelle heure on va se rencontrer et à l'endroit. Et puis mon chauffeur, il est âgé de 70 ans, il a bien entendu. Alors le jour du rendez-vous, je suis allée et je m'en doutais qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce que je vais travailler. Et je retrouve, ils n'ont pas dit à la porte que les gens vont se rencontrer. Alors j'ai dit je suis professeur à tel et tel, et j'ai un rendez-vous à l'intérieur. Et puis le chauffeur il m'a dit madame c'est pas prévu, peut-être c'est une blague ou quelqu'un qui a fait une blague avec vous. Je rentre, je trouve plein de personnes qui sont en train d'attendre. Je m'approche d'un d'eux, je lui dis je suis prof à l'université du Caire. Il m'a dit je suis prof à la faculté d'ingénierie de l'université de l'Alexandrie et on trouve quelqu'un d'autre qui vient de l'université américaine. Et on se trouve qu'on est là pour rencontrer quelqu'un. On trouve les gens qui viennent, les assistants du président et le grand secrétaire du président. Et on les rencontre et c'est pas une blague. Et on trouve, ils ont choisi des gens qui sont très comme il faut. Et pourquoi faire? Pour renseigner le président sur ce qui se passe en Égypte à travers des experts. C'est un professeur, le président, c'est un homme qui sait ce qu'il veut.
c'est un homme militaire, mais il veut savoir, d'après ses savants et ses conseillers, il veut savoir ce qui se passe en Égypte. Il veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Il a choisi des gens qui sont vraiment qui ne sont pas alliés à des partis politiques, des gens qui sont vraiment qui ont de l'intention très nationale, mais en même temps ils ne sont pas pro n'importe qui. Il a choisi des gens professionnels. Et vraiment j'étais émue parce que j'ai bien apprécié ces gens. Et à travers ce conseil, vous avez commencé l'idée de la banque de connaissances. On a présenté nos idées au président et puis il a dit ok, je vais penser, et puis il a dit ok, vous pouvez poursuivre vos idées, et on a commencé à janvier, peut-être en mars 2015, à travailler sur les idées de Egyptian Knowledge Bank, ou la banque de connaissances et de savoir égyptien. Et on a commencé par 4 ou 5 publishers, et puis on a augmenté jusqu'à 26, et maintenant ça sera 28. On a commencé à mettre des idées peut-être pour les écoles. Tout le temps, c'était des choses pour les gens académiques, c'était pour les universités. Il n'y avait pas des gens qui ont pensé pour les étudiants à l'école ou les étudiants aux universités, ou même les enfants. On a pensé pour les enfants aux écoles, on a pensé pour les femmes qui ne travaillent pas et les femmes qui aiment lire, et pour les gens qui sont même dans leur voiture, les gens qui n'ont pas accès aux grands internets, ou les gens qui n'ont pas de laptop. On peut même faire accès à notre Egyptian Knowledge Bank à travers nos portables et les smartphones. Alors ça, c'était l'idée, c'est de changer vraiment notre plafond. C'est quoi ce projet de la banque de connaissances? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information à l'intérieur? Tout ce que vous voulez, des connaissances de sciences humaines. C'est pas simplement de la science. Il y a des sciences humaines, il y a Britannica, il y a le Discovery Channel, il y a des choses scientifiques, des explications pour les professeurs aux écoles, et des explications. Même les bouquins des écoles de primaire et de préparatoire, de secondaire seront sur notre banque de connaissances à partir de septembre 2016. Même les travaux de l'école, et on a commencé maintenant aussi à changer les cours et les syllabus des écoles. Alors ce sera un seul réseau qui regroupe toutes les informations, toutes les connaissances. Et ce réseau aussi, il a simplifié beaucoup de dépenses qui est sauté de tort et à travers à partir de tous les ministères. C'était des ressources de plusieurs, de l'université, des universités, de conseils des universités, c'était même de l'armée, il y a même de la bibliothèque d'Alexandrie, des ressources du ministère de l'Éducation. Alors tout ça a changé, on a regroupé tout ça pour une seule source qui paye, on sait qui prend quoi maintenant. Également aujourd'hui, à la une des journaux et à la une de toutes les discussions des Égyptiens, c'est le projet d'une centrale, d'un réacteur nucléaire à Daba. Alors les Égyptiens, ils ont des craintes ou des doutes à propos de ce projet. Par exemple, on cite 2 critères. La première, c'est qu'on a recours à un pays qui a eu des difficultés ou des incidents avec les réacteurs nucléaires. Deuxièmement, c'est que la performance des Égyptiens en ce qui concerne la maintenance et la gestion du central. Alors vous qui êtes expert dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce projet et comment peut-on calmer ces craintes? Ok, l'incident ça a été en Ukraine. Et c'était un réacteur de génération 1
C'était une génération de réacteurs nucléaires qui n'avaient pas beaucoup de sécurité et de sûreté sur la construction. Et puisque l'incident est arrivé en 1986, je me souviens, en 1986, les stations nucléaires travaillent pour 30 et 50 ans. Si on déduit 30 ans de 1986, c'est-à-dire à peu près, ce centrale nucléaire a travaillé avec une technologie qui date des années 60. Alors c'était une technologie, il n'y avait pas beaucoup de sûreté, il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Toutes ces choses ont changé après 40 ans ou 50 ans. La sûreté des réacteurs nucléaires a changé et la Russie a commencé à être un pays numéro 2 sur la sûreté et sur la production des réacteurs qui ont beaucoup de sûreté et de sécurité, même comparable aux réacteurs français et réacteurs américains. Tous les pays qui ont des stations nucléaires ont eu des incidences. Je me souviens de Fukushima, Daiichi, c'était aussi une génération numéro 1. Il y avait 4 désastres qui ont eu lieu en parallèle, un tsunami, un earthquake, un tremblement de terre, des inondations et de la pluie. Alors tout ça, ça a causé l'incidence de Fukushima. Le Japon n'a pas cessé de travailler avec des réacteurs nucléaires. En France, il y a eu des incidences, mais très petits, qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts. En Amérique, il y a eu des incidences qui ont fait des dégâts, c'est connu. Il y a tout le monde, il y a eu des petites incidences, mais personne n'a cessé d'aller en France pour le tourisme, ni en Amérique, ni en Russie. C'est-à-dire, il y a même un deal comparable en Turquie et aussi, je me souviens, peut-être en United Arab Emirates, aux Émirats, et puis il y a aussi en Iran. Et ce sont des gens qui pensent bien à ce qu'ils veulent faire en futur. Docteur Hoda Abouchedi, à la fin de cette édition, je vous remercie infiniment pour nous avoir accordé le temps de discuter avec vous des points marquants de votre vie. Nous avons également abordé un sujet très important, les centrales nucléaires, et je crois qu'une seule édition ne suffira jamais pour parler de ces sujets. Alors à la semaine prochaine, nous allons vous retrouver afin de continuer notre discussion avec vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre édition aujourd'hui avec Dr Hoda Abouchedi. Et la semaine prochaine, nous allons continuer également à discuter avec elle de ses aspirations, de ses réussites et également de plusieurs projets qui vont vraiment aider à l'évolution de l'Égypte. Merci, à la prochaine.